c'est bon. Tout va bien. Ok, on peut commencer. C'est parti. Voilà, hop, c'est parti. Donc, on reprend. Je vous avais dit que le système nerveux, il est composé du système nerveux central et périphérique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que central, c'est vraiment ce qui va comprendre ce qu'il y a dans votre tête et votre moelle épinière, donc tout le long de votre colonne vertébrale. Alors que tout ce qui va être périphérique, ça va être la relation entre vos organes, que ce soit votre peau, votre foie, voilà, et ce justement système nerveux central. Donc pour l'instant, on se base sur le central pour comprendre comment il agit avec le périphérique. Donc on a dit qu'il y avait deux systèmes dans le système nerveux central. C'est le système nerveux cérébrospinal de vie de relation, donc la locomotion, l'appréhension, la graphique, le langage. Donc ça, c'est ce qui nous permet de rentrer en communication avec notre monde extérieur, que ce soit par le geste, par la parole, par l'audition, etc. Le système nerveux végétatif, lui, il permet la régulation du milieu intérieur. Donc en fait, c'est ce qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Ça va être toutes les choses qu'on fait sans en avoir conscience, mais qui sont hyper importantes pour notre survie. Par exemple, la vasoconstriction ou dilatation, qui va permettre de réguler les flux de sang dans votre corps. La digestion, vous n'avez pas besoin de penser à contracter vos muscles des intestins pour que votre bol alimentaire avance. Tout ça, ça ne va pas dépendre de vous. Donc, pour voir la disposition générale du système nerveux central, ça va vraiment être ce qu'il y a dans votre tête plus ce qu'il y a dans votre colonne vertébrale. Le système nerveux central, il a une organisation qui est dite crânio-caudale, donc de la tête à l'os du coccyx à peu près. Et à son pôle le plus supérieur, on retrouve l'encéphale. Donc l'encéphale, il faut bien savoir le définir. Vous allez avoir l'encéphale avec le cerveau. Donc le cerveau, il faut comprendre que c'est juste les deux hémisphères dont on vous parle. Ensuite, le tronc cérébral, qui est donc les 9 sur le schéma, si vous arrivez à le voir. Et le cervelet, qui est le numéro 2. Donc tout ça, toute cette zone, c'est ce qu'on appelle l'encéphale. Le reste, ça va être la moelle épinière. Alors, normalement, le lien est en train d'être envoyé par email. À partir de quand je redis, du coup? Genre, quelle partie est-ce que vous avez loupé? Le début, alors le début, c'est vraiment la base des bases. C'est juste pour vous expliquer les différentes parties du cours. Donc là, on est dans la partie névrax, système nerveux cérébrospinal. Ensuite, la partie 2, ce sera le système nerveux cérébrospinal pour l'encéphale et ensuite pour les méninges. Normalement, le lien vient d'être renvoyé à tout le monde au cas où. Donc, normalement, les autres pourront se reconnecter. Et dans tous les cas, j'enregistre le cours, donc vous aurez bien tout le cours sur YouTube. Donc, on a juste décrit les deux systèmes nerveux différents dans le système nerveux central, les deux rôles, on va dire. Le rôle qui va être plus dans la communication avec le monde extérieur, c'est pour ça qu'on appelle ça la vie de relation. Et donc, c'est tout ce dont on va avoir conscience. On va faire, par exemple, on va avoir conscience de parler avec quelqu'un, on va avoir conscience de toucher quelque chose. Alors que le système nerveux végétatif, il faut voir ça comme quelque chose de passif. Et c'est quelque chose, du coup, qui va réguler, qui va être hyper important pour notre organisme, mais ça ne va pas être conscient. Par exemple, quand vous voyez à l'hôpital des personnes qui vont être dans le coma et qui vont juste avoir leur fonction végétative, vous voyez vraiment qu'elles survivent, mais elles n'ont aucune communication avec le monde extérieur. Donc, c'est juste de la survie. Voilà, donc là, j'avais décrit les différentes parties du système nerveux central. Donc,
l'encéphale avec les hémisphères, le cervelet et le tronc cérébral en œuf, en vert. Et le reste, c'est la moelle épinière, ou aussi appelée moelle spinale. Là, je crois qu'on a tout le monde. Il y a 20 personnes. Bonjour à vous, désolée. Donc, ensuite, on parle de la disposition générale. Donc, sous l'encéphale, on retrouve la moelle spinale. Donc là, c'est de 8 à 3. C'est ça, la moelle spinale, qui apparaît comme un long cordon blanchâtre de 45 cm de hauteur. Donc, 45 cm, vous comprenez bien qu'il ne va pas aller jusqu'au bout, jusqu'au coccyx, d'accord ? Cette moelle épinière, elle va se terminer assez tôt, plutôt au niveau des lombaires. Donc, elle ne va pas aller au bout de vos vertèbres. Et on va avoir le cordon qui présente un calibre légèrement irrégulier avec des portions renflées et des portions plus étroites. Donc, on voit sur le schéma qu'on a 2 renflements, un au niveau lombaire, enfin lombal du coup, et l'autre au niveau plutôt cervical, entre cervical et thoracique. La moelle spinale, elle se termine en bas par une structure fine et plutôt grêle que l'on appelle le filum terminal. Donc, la moelle spinale, elle est systémisée en un empilement de petites briques qui possèdent une certaine anatomie. Donc, il faut imaginer que la moelle spinale, elle ne se fait pas en longueur. C'est vraiment découpé à chaque étage pour contrôler une partie spécifique du corps. Donc, chaque petite brique, comme on vous le montre sur le schéma, elle possède sa propre paire de nerfs spinaux. Donc, nerfs spinaux, ce n'est pas un mot compliqué, c'est juste des nerfs qui sont reliés à la moelle épinière. Donc, il faut vous imaginer que vous avez toute votre moelle épinière, bon là c'est le tronc cérébral, toute votre moelle épinière à partir de là. Il faut l'imaginer découpée comme ça, tranchée, et chaque tranche va avoir de chaque côté 2 nerfs. D'accord ? Donc, ça va faire 2 nerfs, 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 31 fois. Donc, c'est symétrique. Donc, il y en a un à gauche, un à droite. Et ça lui permet de donner une certaine autonomie motrice qu'on appelle un myélomère. Il y a 2 termes que vous allez entendre. C'est le myélomère et les métamères. Donc ça, c'est 2 termes qui peuvent porter à confusion pour vous expliquer la différence. Myélomère, myélo, ça vient de moelle. D'accord ? Quand on dit un myélome, c'est une tumeur de la moelle. Donc, le myélomère, il va être situé sur votre moelle osseuse, ça va être, moelle épinière, pardon, ça va être une petite brique de toute votre moelle épinière. Ce myélomère, il va avoir un territoire d'action. Chaque myélomère a un territoire. Par exemple, si je prends celui qui est en T4, donc au niveau de la vertèbre T4, il va contrôler, par exemple, la zone du téton. Donc, c'est sa zone à lui. Pour T10, ça va être, par exemple, le nombril. Donc, ce qu'on appelle son métamère, c'est la zone physique sur votre corps qui va être contrôlée par ce myélomère dans la moelle épinière. Est-ce que c'est clair pour vous ? Mettez un 1 si c'est clair. Si vous voulez que je réexplique, vous me le dites. Et il ne faut pas avoir peur de vouloir que je réexplique parce que c'est normal, je n'avais pas compris non plus, donc il n'y a pas de souci. Ok, bon, pour l'instant, j'ai un 1. Donc, myélomère sur la moelle épinière, métamère, c'est la partie reliée dans le corps entier. L'ensemble du névrax est contenu dans une enveloppe méningée qui protège le système nerveux central, soit l'encéphale et la moelle spinale, et cette enveloppe descend jusqu'à S2. Donc S, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le nom des vertèbres qui sont nommées comme ça. C'est en référence à l'os dans lequel il se trouve. Donc S2, ça veut dire que c'est au niveau du sacrum. Donc c'est assez bas. Donc la dure-mère, elle continue jusqu'au sacrum. Donc on pense aux méninges, on pense à la tête, etc. Mais ça continue tout le long de la moelle spinale. Alors, donc, le bilan, pour que vous reteniez, donc l'essentiel, ce n'est pas de retenir tout le cours, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment de comprendre ce que je vous dis. Donc, c'est pour ça que si vous avez des questions, à balle, parce que ça, franchement, vous n'allez pas le retenir en un cours et c'est tout à fait normal. Encore heureux,
Vous ne serez pas très normal si c'est le cas. Donc, en bilan, le névrax, il y a deux parties, l'encéphale et la moelle spinale. Qui peut me dire ce qui est compris dans l'encéphale? Et il n'y a pas de réponse bête, vous pouvez répondre à plusieurs, etc. Quels éléments composent ce qu'on appelle l'encéphale? Cervelet, tronc cérébral et le cerveau. Parfait. Donc ça, par exemple, c'est une notion qui est quand même hyper utile à apprendre dès maintenant. C'est pas grave si vous n'arrivez pas. Mais l'encéphale et le cerveau, c'est pas la même chose. Le cerveau fait partie de l'encéphale, mais l'encéphale, c'est pas juste le cerveau. C'est le cervelet et le tronc cérébral. La moelle spinale, elle sort au niveau du foramen magnum, donc c'est le gros trou qu'on a là. Elle est située dans le canal vertébral des vertèbres C1 à L2. Donc C1, c'est aussi appelé l'atlas. Pourquoi? Ça vous aide à vous rappeler. Atlas, c'est dans la mythologie. Je ne sais pas si vous avez l'image, c'est le mec qui porte une planète. Il porte la Terre. C'est énorme. Et en fait, c'est parce que justement, cette vertèbre, la première, elle porte toute votre tête, qui est énorme comparée à elle. Donc voilà, si vous avez cette image, déjà, vous n'aurez pas besoin d'apprendre par cœur que C1, c'est l'Atlas. C1, c'est Atlas parce qu'elle porte toute la tête, la boîte crânienne. Et la 2, c'est l'axis, mais vous aurez le temps de l'apprendre. Donc, de C1 à L2. Les méninges, qu'on appelle aussi le fourreau dural, on comprendra mieux pourquoi plus tard, descend jusqu'en S2. C'est ce qu'on avait vu. Elle va vraiment juste en bas. Ça ne s'arrête pas juste à la tête, les méninges. Et on fait donc les ponctions lombaires, dont vous avez peut-être entendu parler, sous le niveau L2, généralement entre L3 et L4 ou L4 L5. Pourquoi on vous dit ça? C'est juste pour que vous compreniez l'intérêt de faire ce cours. C'est que directement, on va être par exemple en médecine, on va faire une ponction lombaire. Eh bien, grâce à nos connaissances de la première année, on va pouvoir se rappeler pourquoi, quand on nous demande de faire une ponction lombaire à cet endroit-là, c'est hyper important de le faire à cet endroit-là. Parce que ces cours-là, vous n'aurez pas forcément le temps de les revoir plus tard. Donc, nota bene, il ne faut pas confondre étages myélomériques et vertébraux. Oui, vous avez des étages par les myélomères qui vont être à peu près les mêmes que pour les vertèbres, mais c'est vraiment très différent. L'étage vertébral, c'est juste un os, d'accord, qui va protéger votre moelle épinière. Le myélomère, il va être attaché à son métamère et lui, c'est vraiment pour le système nerveux. Donc, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. À chaque étage myélomérique correspond une paire de nerfs spinaux. Donc, on a 31 myélomères, donc 31 paires de nerfs spinaux. Donc, en tout, il y en a 62. Attention à ce genre de piège. Alors, j'ai pas de questions. Perfect. Bilan donc du névrax. Le névrax, c'est le centre de commande et d'intégration. Ça devrait plutôt être écrit de manière inverse. D'abord, on intègre l'information. Donc, on a des afférences. Par exemple, là, je touche mon doigt. Je vais avoir un message qui va être envoyé jusqu'à mon névrax pour me dire j'ai une sensation. Et ensuite, je vais avoir une réaction ou pas. Par exemple, là, en vue de la sensation, je ne vais pas avoir de réaction puisque ce n'est pas très grave pour moi. Par contre, si par exemple c'est une brûlure, je vais avoir un réflexe de retirer ma main. Le névrax, c'est la partie la plus importante de l'appareil de l'innervation et elle doit être protégée, notamment des traumatismes, donc par exemple traumatisme crânien autour de l'encéphale et le canal vertébral qui protège la moelle spinale. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à votre dos aussi. Ce n'est pas juste pour la scoliose, c'est parce que dans votre vertèbre, vous avez votre moelle épinière. Par exemple, le cou du lapin, pour ceux qui font du jet ski l'été, c'est qu'en fait, ça casse, bon, ça ne la déchire pas complètement, mais ça casse vos terminaisons nerveuses de la moelle épinière. Donc, en fait, vous n'avez plus d'échange entre votre encéphale et le reste de votre corps, en fait. Et on retrouve une protection ostéo pour les vertèbres méningées. Ça, ce qu'on va voir après, les méninges, très important aussi. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi c'est important de prendre soin de notre système nerveux, c'est qu'il n'y a pas de réparation possible. Ou alors, c'est vraiment minime. On préfère vous apprendre qu'il n'y en a pas en première année.
Donc, vous allez perdre des neurones, vous n'allez pas pouvoir en refaire. Contrairement à la peau, où il y a des cellules qui vont se recréer, les neurones, vous avez un quota de neurones à la naissance et ce sera le même jusqu'à la fin de votre vie. C'est pour ça que, par exemple, le football américain, il y a beaucoup de Parkinson, etc. Parce qu'à force de taper, ils perdent des neurones et ils n'en recréent pas. Donc voilà, vous diminuez votre quota. Ensuite, est-ce que j'ai des questions pour cette partie ou pas? Ou c'est clair? Et vraiment, n'hésitez pas à prendre le micro. Je me répète, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez me couper la parole, c'est pas grave. Tout. Donc, normalement, ça devrait aller. Pas de réponse. OK. Donc, on continue avec la moelle spinale ou moelle épinière. Donc, cette moelle, alors, c'est good, parfait, merci Roro. Donc, cette moelle, elle va être protégée par les vertèbres. Donc là, vous avez une photo d'une vertèbre. En fait, le petit trou que vous avez là, c'est là où va être la moelle. Donc, vous voyez bien que la vertèbre est beaucoup plus grande que ça. Donc là, c'est le côté qui va être proche de votre cœur, par exemple, si on est au niveau thoracique. Et là, c'est le côté proche de votre dos. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, quand ils sont assez minces, on voit des petits pics dans le dos. C'est cette partie, c'est ce qu'on appelle l'épine vertébrale. Oula. Et ça, c'est vu de profil. Donc là, vous allez voir de côté. Vous avez l'épine derrière, les vertèbres, enfin le disque qui est là et le plateau vertébral en avant. Et là, vous voyez votre moelle dedans. Et vous voyez bien vos paires. À chaque étage, vous allez avoir une paire de nerfs. OK? Donc voilà. Donc les paires de nerfs spinaux, c'est les étages métamériques. Chaque myélomère constitue un étage. Donc, si vous avez bien compris, là, au niveau de la moelle, on est en myélomère. Et ces deux petits nerfs, ils vont aller, par exemple, à la main. Et cette main, ce sera l'étage métamérique. Donc, on comprend la partie périphérique quand on parle du métamère. Alors, donc pour continuer, la moelle spinale, c'est, pour l'aspect, c'est un cordon blanchâtre, cylindrique. Donc, ça fait vraiment un tube, un peu comme le cordon ombilical, si vous voulez une image, de 45 cm de hauteur. Donc, ça, on l'a déjà dit. Il est légèrement aplati d'avant en arrière, mais ça, c'est normal, c'est en vue de la forme du trou. Voilà, c'est plus large que long. C'est pas très important à savoir. Et on a 1 cm à peu près d'épaisseur. Donc, c'est quand même assez large, mais pour tous les nerfs que ça prend en compte, ça reste petit. Et le calibre, on l'a vu, est irrégulier. On a des intumescences ou des renflements côté cervical pour ce qui est le membre supérieur et côté lombal ou lombaire pour plutôt le membre inférieur. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de nerfs à cet endroit-là, parce qu'il y a tous les membres. Donc, on distingue la moelle cervicale, qui est ici, l'intumescence cervicale, la moelle thoracique, voilà, thoracique ou dorsale, d'accord? Donc ça va être toutes les vertèbres qui vont être au niveau rattaché aux côtes. Vous allez avoir la moelle thoracique, donc, et l'intumescence lombaire. Et on voit bien que la moelle se termine pas... La moelle, elle ne se termine pas au pied. Elle se termine à la fin de la colonne vertébrale, pas exactement. C'est un peu plus tôt que la fin de la colonne vertébrale, mais c'est à peu près à cet endroit-là. Et la partie la plus distale et la plus étroite de la moelle s'appelle le cône médulaire. Donc, on voit bien que ça fait un cône médulaire comme la moelle. Cône médulaire pour dire que c'est la fin. Et la moelle, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle s'étend depuis la jonction crâno-vertébrale, donc C0, quand on dit C0, c'est le crâne, C1. Qui peut me rappeler le nom de C1, s'il vous plaît? L'atlas, c'est bien. Ah, mon moyen mémotechnique a fonctionné, je crois. Donc, c'est de C1, l'atlas, à L2. Donc, L, on est au niveau lombaire. Donc, ça fait C, cervical, T, thoracique, L, lombaire, S, sacral, au niveau des vertèbres. Ça, vous le reverrez. Donc là, on a un super schéma très intéressant.
Donc ça, c'est très important. Ce qu'on a là, c'est ce qu'on appelle un myélomère. Donc votre myélomère, vous voyez que c'est une tranche de la moelle épinière, pardon. Donc ce qu'on va avoir, on ne va pas faire tous les schémas parce que ce n'est pas trop important. Ça, c'est votre paire de nerfs de chaque côté symétrique. Paire. Alors on dit paire, ce n'est pas celui qui est là et là. C'est vraiment tout. Ça, c'est 1 et ça, c'est 2. D'accord? C'est la paire qui va être un côté gauche, un côté droit. Ensuite, vous allez avoir 2 nerfs de chaque côté qui sont reliés, mais c'est 2 nerfs différents. Vous allez avoir en arrière la partie sensitive qui va être donc une afférence. Comme je vous disais, je touche mon doigt, le message il passe pour avertir mon système nerveux, donc il va passer par derrière. Et ensuite, il va faire tchou tchou tchou, et là, bim, motrice. Et motrice, donc là, on va agir. Par exemple, si c'est brûlant, hop, réflexe de se retirer. Quand c'est un réflexe vital comme la brûlure, ça ne va pas passer au cerveau. C'est vraiment l'arc réflexe, vous l'avez peut-être vu en terminale si vous aviez des matières scientifiques. L'arc réflexe où ça ne passe pas par le cerveau, ça reste au niveau de ce myélomère. Bim, direct, ça dit, tu enlèves ta main. Et donc, il y a une exception, il n'y a pas de fibre sensitive pour le nerf C1, tout simplement parce qu'il est tellement proche du tronc cérébral qui est déjà une zone sensitive par excellence qu'il n'y a pas besoin qu'il en ait lui-même. Alors, ce schéma, donc, il est centré sur le canal central ou canal de l'épendyme. Et autour du canal de l'épendyme, on retrouve une structure en forme d'aile de papillon. Donc, c'est ce qu'on voit là. Les ailes de papillon, donc c'est ce qu'on appelle l'axe gris de la moelle. Alors là, ce qui est important de remarquer, c'est que dans votre moelle épinière, la matière grise, elle va être au centre, alors que la matière blanche va entourer. La matière blanche va entourer, alors que dans votre cerveau, c'est l'inverse. Vous allez avoir majoritairement de la matière blanche partout, et la matière grise, ça va être un petit liseré autour, si vous avez déjà vu des schémas. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi la matière, elle est grise ou blanche? Blanche, ça va juste être Imaginez votre nerf comme une fibre, et au bout, vous allez avoir, on va dire, je ne sais pas, 2 petites boules. Si vous avez la matière blanche, vous n'avez que les fibres, un peu transparentes. Donc, en fait, il ne va pas y avoir d'agglomération de quoi que ce soit. Ça va juste être des fibres blanches. Donc, ça va rester blanc. Par contre, au niveau des zones grises, c'est là où on va retrouver les petites boules. On peut dire c'est des centres où là, il va y avoir les synapses, les échanges. Si je vous parle chinois, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir les échanges nerveux. Et du coup, ça va faire des petits amas, des petits renflements, etc. C'est pour ça que ça va devenir gris, parce qu'il va se passer des choses dans ces zones. Au niveau du cerveau, c'est dans la zone la plus externe qu'il va se passer ces choses-là. Au niveau de la moelle épinière, c'est la zone la plus interne. C'est pour ça que la matière grise est à l'intérieur. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez la zone sensitive, comme je vous disais, c'est derrière. Il faut imaginer que ça, c'est le dos, ça, c'est le ventre. D'accord? Donc là, ce sera la zone derrière, tout ça, là. Et ça, ce sera la zone motrice à l'avant. Okay, on va vraiment faire une boucle. Hop. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir des synapses. C'est pour ça que ça devient gris. Donc, la partie latérale de l'axe gris est massive. C'est la masse latérale ou cône latéral. Alors que le centre, vous voyez que c'est quand même assez petit. Et elle s'étend, bien sûr, il faut imaginer qu'elle s'étend sur toute la hauteur de la moelle. Là, on le coupe comme une petite brique, mais les briques, elles s'empilent. Donc, tout le long de la moelle, vous allez avoir à peu près au même endroit cette zone grise et cette zone blanche. Alors, bon, ça, c'est pas très important. Les lames transversales permettent de mettre en relation les masses latérales, droite et gauche. Donc là, c'est juste qu'en fait, il y a quelque chose qui les relie. Autour de l'axe gris, du coup, on place la substance blanche, c'est ce que je vous disais, elle est périphérique et elle est organisée en 3 parties. Le cordon ventral, le cordon latéral et le cordon dorsal. Donc, quand on parle de cordon,
c'est ce qui est situé entre les sillons. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Là, vous voyez 1, 2 sillons. Ça va délimiter le cordon dorsal. Là, vous voyez 1 sillon, 2 sillons. Ça va délimiter le cordon latéral. Et pareil pour le cordon ventral. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Ce n'est pas évident. Les schémas ne sont pas colorés ou quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ces cordons sont délimités par des sillons. Un sillon médian dorsal, donc là, c'est le plus visible, c'est celui-là. Un sillon latéro-dorsal, le sillon latéro-ventral, ici, et un sillon si large, du coup, qu'on appelle la fissure médiane ventrale. Il existe un sillon paramédian dorsal qui forme une empreinte à la face superficielle du cordon dorsal. Donc là, les petits gars, ça ne sert à rien d'apprendre ça tout de suite. Hein. Concrètement, on va se le dire. Ce qui est important de retenir, c'est plutôt ce schéma, que vous ayez en tête l'image de ce schéma. Donc, le système nerveux périphérique, maintenant on en parle. Donc, on a dit c'est ce qui permet de relier les zones du corps au système nerveux central. Il est toujours rattaché au système nerveux central, sinon il ne fonctionnerait pas. Et on retrouve la racine ventrale du nerf spinal, ainsi que la racine dorsale d'un renflement qu'on appelle le ganglion spinal. Là, vous le voyez, petit ganglion spinal. Donc, la motricité, c'est la corne ventrale. Corne ventrale, c'est tout ce qui va être motricité. Et c'est dans la partie antérieure. La sensibilité, c'est la corne dorsale et la partie postérieure. Donc là, est-ce que j'ai un moyen mémotechnique? Moi, je faisais par rapport au cerveau. Dans le cerveau, tout ce qui va être plutôt volontaire et qui est vraiment très propre à l'homme, ça va être à ce niveau-là, frontal. Quand on vous dit qu'il y a le syndrome du lobe frontal défaillant, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, donc il n'a pas d'humanité, c'est tout ce qui va être la sensibilité, ça c'est propre à l'homme ou alors aux espèces qui sont quand même vachement développées. Alors que tout ce qui va être à l'arrière dans le cerveau, du coup, c'est pas bon, quoi. C'est complètement l'inverse. Bon, du coup, je n'ai pas de moyen mémotechnique, je suis désolée. Donc, retenez juste que la motricité, c'est devant et la sensibilité, c'est derrière. Je sais pas, genre, on va vers l'avant dans la vie. Quand on agit, c'est l'avant. Je sais pas, j'ai pas. Du coup, c'est la partie la plus simple anatomiquement et fonctionnelle du névrax. Elle est située sous l'encéphale. Donc, pour le système nerveux périphérique, alors, je vérifie que je n'ai pas de message. Non, c'est bon. Donc, il faut distinguer deux racines, c'est ce qu'on a dit, la ventrale et la dorsale. Les rameaux du nerf spinal sont les rameaux ventral, dorsal et méningés ou récurrents. Donc là, vous avez encore un schéma qu'il faudra apprendre, mais ne vous inquiétez pas. Pour les schémas, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de les refaire à la main ou alors de les imprimer et de les colorer si vous n'avez pas... si ça vous prend trop de temps ou si vous trouvez que vous ne dessinez pas très bien. Mais les relire avant de dormir, comme ça vous endort, etc. Et ça vous permet vraiment de retenir, de travailler avant de dormir. Vraiment, c'est le mieux pour votre mémoire parce que votre cerveau, il va traiter d'abord les informations que vous avez vues en dernier. C'est comme une pile de papier. La dernière posée va être la première traitée. Voilà. Du coup, on va parler du tronc cérébral, qui est encore un très grand mystère pour vous, parce que normalement, vous n'avez pas trop entendu parler de ça, ou pas en détail. Donc, il appartient à l'encéphale, comme on l'a dit, et on va encore le répéter. L'encéphale, c'est le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. Donc, sur cette magnifique photo cliché IRM, vous allez avoir le cerveau ici. Donc, quand on dit cerveau, c'est l'hémisphère gauche et droit. Le cervelet ici. Et le super tronc cérébral, très, très utile. Vraiment, un peu sous-coté.
Donc, on a une représentation IRM, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est pour l'instant, vous allez avoir des cours dessus, chez le sujet sain. Donc là, normalement, il n'y a pas d'anomalie. Attention, le tronc cérébral a des rôles multiples et majeurs. Donc là, on vous prévient que ça va être une partie complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas, même pour moi, je vous avoue. Donc, il n'y a pas de souci. Et le but, ce n'est pas de tout comprendre. Enfin, le but, ce n'est pas de tout apprendre, c'est de tout comprendre. Donc déjà, le tronc cérébral, qui est situé ici, encore une fois, il est situé au-dessus de la moelle spinale et sous le diencéphale. Donc déjà, le diencéphale, qu'est-ce que c'est? C'est la partie la plus interne du cerveau. Ça va être composé d'éléments qui vont être vraiment très internes dans votre cerveau. Pour l'instant, c'est tout ce que vous devez retenir. Le tronc cérébral, il se situe dans la loge crânienne postérieure. Okay? Devant, vous avez plein de choses là. Là, vous êtes vraiment à la partie postérieure du crâne. Là, vous avez vos yeux, là, vous avez votre cavité, etc., nasale, orale, etc. Là, vraiment derrière. Il est formé de 3 étages. Donc là, tronc cérébral, 3 étages. Le mésencéphale, le plus en hauteur, le pont et la moelle allongée. Voilà. Qui n'est pas du coup la moelle épinière. Il y a la moelle allongée, qu'on appelle aussi le bulbe. Et ensuite, ça donne la moelle épinière. Enfin, c'est la partie d'après. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Moelle allongée ou bulbe, moelle épinière. C'est 2 choses différentes. Donc là, vous avez une vue frontale par projection de votre tronc cérébral. Donc, vous voyez bien qu'il se termine au niveau de vos dents. Donc, c'est quand même assez bas. Ce n'est pas dans votre boîte crânienne, c'est beaucoup plus bas. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus pour l'instant? Ou ça va? Même le cours d'avant ou quoi Non. Bon, ça va aller. All right. Donc, au niveau du mésencéphale, on a vu, c'était la partie la plus superficielle, enfin supérieure, de votre tronc cérébral. Donc, il est là, là il y a le pont, et là il y a le bulbe ou moelle allongée. Okay. Donc, le mésencéphale, il a une petite bosse, enfin des petites bosses appelées colliculus, ça ne sert à rien à ce stade de l'année d'apprendre ça. Et les pédoncules cérébraux. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a dans votre cours, mais pour l'instant, ne retenez pas ça. Ça ne sert à rien que votre cerveau il s'encombre avec ça. Juste que vous vous rappeliez, quand on va vous reparler de ça, que vous disiez « Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ce mot. » Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, où il y a les petites croix, c'est ce qui appartient au cerveau, le diencéphale. Donc, vous voyez que tous les éléments, ils ne sont pas mis comme ça, ils sont vraiment emboîtés. C'est comme les Lego. C'est comme le Tetris ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment, tout est en contact. Il n'y a pas d'espace vide ou quoi, comme on peut vous le montrer sur certains schémas pour simplifier. Tout est vraiment différent. Et du coup, relié au cervelet par le pédoncule cérébelleux supérieur. Donc, vous allez avoir le cervelet, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était en arrière. Hop, et donc ça, c'est le pédicule cérébelleux supérieur. Alors là, petit moyen mémotechnique, vous voyez bien que là, c'est cérébrum, cérébellum. Donc, on ne va pas faire un cours de latin ou de grec. Dès que vous avez cérébelleux, ce n'est pas le cerveau, c'est le cervelet. Voilà, donc ça, retenez ça. Il faut juste que je mette chargé, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Tout va bien. Donc, cérébelleux, c'est le cervelet. Ça va, il nous reste 1 heure. Donc, ensuite, on passe au pont. Donc là, on était au mésencéphale. On passe au pont. Donc, le pont, c'est l'étage le plus massif. C'est le plus balèze. Il présente une striation transversale. Donc, transversale, c'est comme ça, comparé à nous. Donc, on le voit sur le schéma.
et avec une gouttière quasi médiane, le sillon basilaire, là vous le voyez ici, qui va accueillir l'artère basilaire. Donc, c'est en fait un renfoncement qui va permettre à l'artère basilaire de se caler là. Voilà. Et vous allez avoir, du coup, l'artère basilaire, elle va se trouver dans la partie ventrale. Donc là, c'est comme si vous vous regardiez d'en face. Okay, le renfoncement est devant. Voilà. Et on va avoir le pont, c'est lui qui va être relié au cerveau par le pédoncule cérébelleux moyen. Au cervelet, pardon, par le pédoncule cérébelleux moyen. Donc, le mésencéphale, il est relié au cervelet par le pédoncule cérébelleux supérieur. Ce n'est pas une surprise, il est au-dessus. Et le pont, ça va être par le pédoncule cérébelleux moyen. Voilà. Ensuite, on a la moelle allongée ou le bulbe. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas le mot bulbe dans votre cours, mais en tout cas, vous pourrez le voir dans d'autres cours. Ça présente une fissure médiane ventrale et c'est relié au cervelet par, spoil, le pédoncule cérébelleux inférieur. Donc, supérieur pour le mésencéphale, moyen pour le pont, inférieur pour le bulbe ou la moelle allongée. Donc là, vous avez le petit schéma qui résume bien. Là, le mésencéphale, là, le pont, et là, la moelle allongée. Je me répète beaucoup, mais c'est fait exprès, vous inquiétez pas, c'est pour que vous reteniez mieux. Non, ça c'est pas très important pour l'instant. Vous n'allez pas apprendre tout ça dès le début, vous allez juste être dégoûté si on fait ça. Donc là, c'est très important. Pour comprendre comment ça s'est emboîté, etc., il faut comprendre l'embryologie. Tout va se faire à votre formation dans l'utérus. Vraiment, c'est à ce moment-là que toutes les structures vont rentrer en contact, elles ne vont plus avoir assez de place, du coup, elles vont se pousser les unes les autres. Et c'est ça qui va faire tous les enroulements. Même votre cerveau, la forme qu'il a, c'est grâce à ça. Donc, le névrax, il découle d'un tube sur le plan embryologique, qu'on appelle le tube neural. Neurone, neural, là, vous n'êtes pas trop dépaysé. Il est percé par une structure canalaire. Donc là, vous allez la retrouver plus tard aussi, la structure canalaire. Ici, on retrouve un canal, l'aqueduc du mésencéphale. Hop, ici. Une dilatation, qui est le 4e ventricule, mais ça, on verra plus tard les ventricules dans le cours. Donc pour l'instant, vous ne comprenez rien, c'est normal. Et à nouveau, un canal au niveau de la moelle allongée, qui est le canal de l'épendyle. On en a déjà entendu parler, c'est ce qu'on voyait dans le centre du myélomère, le petit trou. Lui, il est beaucoup plus fin. Il faut bien faire la différence entre le canal de l'épendyle, qui est le petit trou tout petit machin, et la moelle épinière, qui entoure ce petit trou. Donc là, on va parler des ventricules. C'est ça, vos ventricules. Si vous regardez dans votre cerveau, ça va être toutes ces zones. Donc, pour rappel, les ventricules à connaître, issus de la flexion-enroulement du cerveau lors de la formation embryologique. Croyez-moi, c'est important. Genre ça, les ventricules, c'est très important, même pour les cours, vous allez voir pourquoi. Donc là, on a déjà 2 ventricules latéraux. Donc ça, c'est des grosses zones qui vont être, donc il faut l'imaginer, dans chacun des hémisphères. Donc ça va faire une espèce de corne de bélier un peu, si vous voyez l'image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ventricules latéraux. Ensuite, on a le 3e ventricule qui se trouve à ce niveau-là. Là, il est au niveau du tronc cérébral, donc au niveau du pont. Et, pardon, ça c'était pour le 4. Il est au niveau du cerveau et la partie du diencéphale. Donc c'est ce que je vous ai dit, le diencéphale, c'est la partie qui est le plus à l'intérieur de votre cerveau. Donc il faut imaginer que c'est le plus au centre entre vos 2 hémisphères, juste en dessous. Le 4e ventricule, c'est celui qui suit, il est là. Et quand je vous dis qu'il est bien postérieur, votre tronc cérébral, c'est pas des lol, puisqu'il est vraiment là. Ok ? Donc c'est vraiment à l'arrière de votre tête. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière, avec votre cervelet. Donc, 4e ventricule, il est au niveau du pont du tronc cérébral et on va avoir 2 ventricules latéraux, c'est ce que je vous avais dit. Eux, ils font partie du télencéphale. Ça ne sert à rien pour l'instant de vous dire « Oh non, diencéphale, télencéphale, etc. » Vous le verrez plus tard. Juste,
Pour ceux que ça intéresse, le diencéphale, c'est ce qui est le plus à l'intérieur, qui est promiscuité à max. Et le télencéphale, c'est vraiment tout ce qui va être les hémisphères, vraiment. Beaucoup de nerfs, quoi. Voilà. Alors, le tronc cérébral, il a une structure très spécifique qui est à connaître. C'est ce qu'on appelle la formation réticulée. Donc, quand on parle d'histologie, vous allez le voir dans vos cours, on parle du tissu. Cytologie, on parle de la cellule. Donc, quand on vous dit histologie, on va parler des cellules qui composent le tissu, mais aussi de la structure, parce que les cellules, elles ne vont pas être là par hasard. D'accord ? Donc, l'histologie, donc la formation du tissu, est très particulière et uniquement présente dans la moelle allongée. Par contre, sur toute sa longueur. Donc, la formation réticulée, c'est le mésencéphale, mais aussi le pont et le bulbe ou moelle allongée. Elle a 3 fonctions. L'éveil, le centre de commande du système nerveux végétatif et le centre relais sur les voies de la douleur. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le système nerveux végétatif ? Hop. C'est la régulation, oui, mais ça, c'est valable pour le système nerveux en général. Ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est la régulation inconsciente. Voilà, du milieu intérieur. Parfait, c'est exactement ça. Par exemple, la respiration ou la digestion, et c'est passif. C'est bien, les gars. Du coup, vous allez aussi avoir la voie de la douleur, qu'on appelle aussi nociception. Donc là, vous avez un petit schéma encore, ça ne fait pas de mal. Donc là, c'est les hémisphères. D'accord ? Tout ça, c'est le cerveau, avec par exemple le thalamus. Ça, c'est en gris, c'est le cervelet. Là, c'est la moelle, le tronc cérébral. La moelle épinière, elle est là. Et ça, c'est la formation réticulée. Donc, vous avez bien l'image que ça continue du début à la fin. Donc là, on a une vue antérieure. Alors, je n'aimerais pas être à votre place en voyant ce schéma, mais vraiment, il n'y a pas de... vous n'avez pas à apprendre tout ça. Ou en tout cas, vous allez tellement le revoir que ce sera beaucoup plus simple. On les nerfs, si, mais on a le temps. We have time. Donc, vous allez avoir sur une vue antérieure, parce qu'il y a des choses qui sont visibles en antérieur et d'autres en postérieur. Donc, en antérieur, là, on est comme si vous étiez face à moi. J'ai découpé votre tête et là, je vous regarde d'en face. Le tractus optique, il est au niveau du diencéphale. Donc, on a dit diencéphale, partie la plus intrinsèque. D'accord ? Donc, on va avoir le tractus optique, avec par exemple le chiasma optique. Vous voyez, c'est vraiment au centre. Ensuite, les pédoncules cérébraux, avec du coup la fosse interpédonculaire. Donc, les pédoncules cérébraux, qui peut me rappeler au niveau du... déjà, à quoi ça peut servir un pédoncule cérébral, à votre avis ? Pourquoi je pose cette question ? Je n'aurais pas su répondre. Si ça vous fait penser à quelque chose qu'on a vu précédemment. On a déjà vu le mot pédoncule pour quelque chose. Donc, on avait vu le pédoncule cérébelleux. Donc, ceux qui relient, c'est un pont, en fait, qui relie au cervelet. Là, on parle de pédoncules cérébraux, donc c'est un pont, mais qui va relier au cerveau. Donc, c'est ça. Parfait, Elsa, c'est ça. Donc, la fosse interpédonculaire avec le plancher du 3e ventricule dans le diencéphale, partie la plus intrinsèque du cerveau. On va avoir notamment les corps mammillaires et la tige pituitaire. Donc là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'hypophyse. C'est une glande où vous allez avoir un stockage d'hormones dans l'hypophyse. Mais ça, encore une fois, vous avez le time. Et vous avez un espace perforé postérieur. Hop. Donc là, encore un petit schéma de qualité. Donc tout ça, c'est le cerveau. Hop. Les petits bourrelets. Là, le cervelet. Et là, le tronc cérébral. Voilà. La formation réticulée, on n'oublie pas, elle est tout le long. Elle n'est pas juste à un endroit.
Et là, vous allez avoir vos petits chiasma optique, hypophyse. L'hypophyse, par exemple, c'est relié à l'hypothalamus, etc. Donc, voilà, c'est un petit schéma de qualité. Par exemple, ça, c'est beaucoup plus pertinent de l'apprendre que ceux d'avant. Parce qu'il y a moins de choses et vous avez une vue d'ensemble. Si ça, vous arrivez à l'apprendre, déjà, c'est top, 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 top. Voilà. Là, on a le 4e ventricule qui se termine en canal épendymaire. Voilà. Par exemple, ce genre de choses, c'est pas grave si vous ne le connaissez pas par cœur. Vraiment pas. Donc là, on a le plancher du 4e ventricule. Donc c'est en fait dans cette zone-là. Hein. Voilà, le plancher. On peut imaginer que c'est un petit chapiteau. Donc là, le plancher. Voilà quoi. Vous aurez le temps de voir ces schémas-là, de les apprendre avec les profs. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. Les voies nerveuses qui traversent le tronc cérébral, donc comme partout, à peu près, on va avoir des voies motrices et des voies sensitives. Donc, la voie motrice, c'est avec une information qui descend, puisque le but, c'est de faire bouger les membres. Donc, si par exemple, vous êtes sur un sol glissant, c'est vos membres qui vont se contracter, se mettre d'une certaine manière pour que vous soyez plus stable. Donc, ça va être du cerveau ou de la moelle épinière à vos organes. D'accord ? Et vous allez du coup avoir un sens crânio-caudal. Caudal, ça veut dire le bas. Du centre, du coup, vers la périphérie. Et l'information est donc descendante. Ça, dans l'arc réflexe, on vous l'avait déjà expliqué normalement au lycée si vous l'avez fait. Tant mieux pour vous. Et la voie sensitive, c'est l'inverse. C'est dans le sens caudo-crânial. Donc, que ça aille jusqu'à la moelle épinière ou jusqu'au cerveau. Et du coup, de la périphérie vers le centre. L'information est donc ascendante. Donc, par exemple, quand on est jeune parent, on a le bébé, il va pleurer. Notre organisme, nos organes périphériques, par exemple nos oreilles, et ce qui permet d'avoir l'audition, va intégrer dans notre cerveau le bruit. Donc là, c'est ascendant. On va du bas vers le haut. Une fois que notre cerveau a traité l'information, il va se dire, tiens, il faudrait aller le bercer. Et pour bercer, vous avez besoin de vos muscles, de votre posture, de vos os, etc. Donc, là, vous allez avoir le cerveau qui va envoyer de la motricité dans vos organismes, se mettre à marcher, prendre le bébé, etc. Donc là, c'est descendant. On va du centre de contrôle jusqu'à la zone périphérique. Pour le système nerveux périphérique, on a 12 paires de nerfs crâniens qu'il faudra apprendre. Mais honnêtement, si vous comprenez petit à petit le cours que je vous fais, si à la fin, il y a juste à apprendre les nerfs crâniens, c'est rien. Dites-vous que là, le cours que vous avez, il y a beaucoup plus d'informations que juste 12 noms. D'accord ? Donc, il ne faut pas que vous ayez peur de ça. Vous êtes tout à fait capable de le faire. On l'a tous été. Il y en a qui révisaient la veille pour se rappeler parce qu'ils ont une mémoire flash. D'autres qui préféraient le voir hyper lentement dans toute l'année, régulièrement. Donc, ça, c'est à vous de savoir votre façon d'apprendre. Mais il n'y a pas de panique. Donc, 1 et 2, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne fait pas partie du tronc cérébral. Ils ne sont pas raccordés, en fait. Ils vont être là, mais ça va plutôt être des reliquats archaïques qui ne vont plus être en contact comme les autres paires de nerfs. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le nerf olfactif. Donc, c'est un nerf qui est purement sensitif, puisque c'est un des 5 sens. Donc, avec le bulbe olfactif, il va être directement dans le cerveau et se termine en 2 stries olfactives. Donc, une strie médiane au niveau de l'hypothalamus et une strie latérale au niveau de la région temporale interne. Donc là, c'est la zone de la mémorisation. Pourquoi ? Parce que du coup, on va avoir une mémoire des odeurs. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout retenir nerf olfactif, qu'il n'est pas une vraie paire de nerfs à proprement parler comme pour les autres. C'est le cas de la 1 et de la 2. Et si vous pouvez, bon, pas maintenant, hein, mais si pour l'examen, vous pouvez retenir strie olfactive médiane et latérale, c'est cool. Mais pour l'examen, ça ne sert à rien de le retenir ou de vous efforcer de l'apprendre maintenant. Donc là, vous avez un schéma avec un peu tous les nerfs. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et les noms sont peut-être bizarres, mais je vous assure que c'est beaucoup plus simple. Par exemple, acoustique,
ça va être forcément l'audition. Faciale, vous voyez un petit peu l'endroit où ça va faire. Donc, il y a toujours des moyens mémotechniques. Le nerf vague, vous allez le voir tellement de fois. Hypoglosse aussi. Spinal aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez en entendre parler. Ensuite, la deuxième, c'est le nerf optique. Encore une fois, pas de surprise, c'est un nerf purement sensitif. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois un sens. Donc, le premier, olfactif, l'odorat. Le deuxième, optique, la vue. On a donc le chiasma optique. Le chiasma optique, c'est le petit croisement comme ça. Sympa. Voilà. Et le tractus optique. Donc, quand on dit tractus, c'est tous les éléments qui vont permettre à la fin de voir. Tractus optique, voilà. Le tractus génital, c'est tous vos organes génitaux, que ce soit par exemple pour les femmes, ça va plutôt être les ovaires, l'utérus, les trompes. Tout ça, c'est le tractus. OK ? Et ça se termine dans les corps géniculés latéraux du diencéphale. Quelqu'un peut m'expliquer où se situe le diencéphale, s'il vous plaît? Et si vous voulez parler, ça va plus vite. Partie la plus interne, c'est bien. Bravo. Et encore une fois, si vous ne saviez pas ou vous n'aviez pas retenu, ce n'est pas grave. C'est juste comme ça, vous entendez le dire, voilà. On répète, on répète, on répète. Et du coup, ça se dirige également directement dans le cerveau. Donc, pour tout ce qui va être des sens, ça va passer par le cerveau. Ensuite, là, on passe au vrai paire de nerfs. Donc, les nerfs crâniens, 3 à 12, ils vont être sur la racine du tronc. Donc, le 3, par exemple, c'est le nerf oculomoteur. Donc, oculomoteur, par le nom, ça va être la motricité de l'œil. Oculo, c'est l'œil. Moteur. Donc, c'est un nerf qui va être, à la grande surprise générale, moteur et qui naît de la fosse interpédonculaire. Donc, à l'avant du mésencéphale. Donc là, on voit, vous a entouré. Le plus important des nerfs de l'oculomotricité. Il y en a d'autres, mais ça reste, son nom l'indique, le plus important. Alors, les nerfs crâniens, donc de 3 à 12, on a ensuite le nerf trijumeau. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, puisque passer de 3 à 5, ce n'est pas l'ordre numérique. Donc, le trijumeau, comme son nom l'indique, il y a 3 territoires. Trijumeau. Donc, c'est un nerf mixte. Quand on dit mixte, c'est qu'il est à la fois sensitif, il recueille l'information afférente, et il est à la fois moteur. Une fois qu'il a recueilli l'information, il va aussi la retransmettre dans l'autre sens pour agir. Donc, il naît de l'union des faces antérieures et latérales du pont. Donc là, on est au niveau de cette zone. Vous voyez bien, on vous a entouré. Et il va avoir 3 territoires de la face sensitif. Donc, ophtalmique, plutôt comme un masque autour des yeux. Maxillaire, donc là, c'est au-dessus de votre mâchoire, donc les dents du haut, etc. Maxillaire, c'est là. Et ensuite, mandibulaire. La mandibule, c'est votre os de la mâchoire. D'accord? Donc, ça va faire vraiment toute la face. La ophtalmique, donc si je touche là, c'est mon nerf trijumeau qui bosse. Si je touche là, c'est toujours le trijumeau, mais en maxillaire. Si je touche là, c'est le trijumeau, mais en mandibulaire. OK? Donc ça, c'est au niveau sensitif. Et au niveau moteur, il va surtout contrôler la mastication. Voilà. Encore une fois, il ne faut pas apprendre tout par cœur là. Vous le reverrez. Et comme ça, vous vous imaginez un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Pour le quatrième, c'est ce qu'on appelle le nerf trochléaire ou le nerf pathétique. Retenez juste trochléaire, ça suffira. Donc là, c'est un nerf moteur. Donc avant, on avait les nerfs sensitifs. Le 5 trijumeau, c'était un nerf mixte. Là, c'est un nerf purement moteur. Il ne va pas recueillir l'information, il va juste agir. Il innerve la trochlée, qui est le muscle de l'oculomotricité, qui amène l'œil en bas et en dedans. Donc, quand vous baissez les yeux ou que vous louchez, ça va être grâce au nerf trochléaire. Si vous voulez un moyen mémo, du coup, pathétique, genre quand on baisse les yeux, c'est un peu la loose, quoi. Voilà. Et si on a une lésion, c'est impossible de lire ou de monter les escaliers.
que vous n'aurez pas la motricité nécessaire pour diriger votre œil comme vous en avez envie. C'est pour ça que le tronc cérébral, c'est très important. Il faut faire très attention parce qu'il a beaucoup de fonctions vitales. Ensuite, on a le 6, donc le nerf abducens. Ça, c'est vraiment le nom le plus indigeste des nerfs crâniens, je pense. C'est un nerf mixte, donc sensitif et moteur. Il recueille l'information afférente et il agit de manière efférente, donc descendante. Il naît du sillon bulbopontique, donc c'est là où on voit qu'il y a le bulbe. En fait, la moelle allongée, c'est aussi appelé bulbe. Donc bulbopontique, c'est entre le bulbe, donc la partie inférieure, et le pont. Encore une fois, vous avez le schéma. Il y a 2 racines. Encore une fois, bon, ça doit être pareil. Franchement, ça, honnêtement, je ne l'avais pas appris par cœur. Le nerf abducens, vous n'allez pas trop en entendre parler. Donc, apparemment, c'est la même chose que le nerf trijumeau. Donc, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a une erreur sur le diapo parce que c'est bizarre. Ça ne sert à rien. Donc, on verra, on modifiera avant de vous mettre le diapo. Ensuite, on passe au 7. Lui, il est un peu important. Le nerf facial, encore une fois, c'est mixte. Donc, sensitif et moteur. Voilà. Et donc, il naît du côté latéral du sillon, bulbopontique, donc entre le bulbe et le pont. Et il permet les mimiques, notamment le sourire, les clignements d'œil, froncement de sourcils. Donc là, c'est purement un nerf qui va nous permettre la communication avec l'extérieur. Pour survivre, ça ne sert à rien de sourire. Ça va rien changer à notre... Mais pour faire passer un message à nos proches ou même à notre, je sais pas, à notre conseillère d'orientation, eh ben, le sourire, bon, évitez de faire des clignements d'œil quand même, mais le sourire ou le clignement d'œil ou le froncement de sourcils, vous allez directement communiquer sans même parler, sans même faire de gestes. On va comprendre ce que vous ressentez. Donc là, c'est purement une capacité très proche en temps de nous. C'est-à-dire que les premières espèces, elles n'en avaient que faire de sourire. Parce qu'elles, ce qu'elles voulaient, c'est survivre. Nous, on est évolué. Donc, on a des capacités qui, avant, étaient complètement inutiles et qui, aujourd'hui, en fait, sont très importantes dans notre société. Et si on a une lésion, on a un risque pour l'hydratation de la cornée. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Si vous pouvez prendre le micro, ce serait plus simple. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème d'hydratation de la cornée s'il y avait un problème du nerf facial? Voilà. Donc, on a dit que c'était le clignement d'œil. Donc, ce n'est pas juste faire un clin d'œil, c'est déjà juste fermer nos yeux. On ferme nos yeux presque toutes les secondes. Donc, c'est ce qui permet d'hydrater. À chaque fois qu'on ferme, on a toutes nos larmes, etc., qui permettent d'hydrater. Si on ne peut plus fermer les yeux, je ne sais pas si vous avez essayé déjà de garder les yeux ouverts, c'est l'enfer, hein, ça brûle, etc. Donc, si on n'avait pas ça, problème de nerf facial, on ne peut plus fermer les yeux, problème d'hydratation de la cornée. C'est bien. Ensuite, au niveau du 8, c'est le nerf vestibulo-cochléaire. Donc ça, vous ne le verrez pas tout de suite, vous le verrez. Vestibulo-cochléaire, c'est sensitif, ça va être pour ce qui est plutôt l'équilibre et l'audition. La cochlée, c'est l'escargot dans l'oreille. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Donc, audition, c'est sûr. Et quand on parle d'oreille interne, pour l'équilibre, c'est vraiment lié les deux. Voilà, donc vestibulo-cochléaire, audition, équilibre. Nota bene, le 7, donc, qui est le nerf facial, et le 8, qui est le nerf vestibulo-cochléaire, ils forment ensemble le paquet acoustico-facial. C'est logique. Le 7, c'est le facial, et le 8, il gère l'acoustique. Donc, pas de difficulté là-dessus. Vous ne m'entendez pas? Si? Oui. Elsa, ça va? Tu m'entends ou pas? Ah, all right. Donc,
Je regarde juste combien de diapos il me reste. Bon, peut-être un petit peu se bouger. Du coup, vous avez le paquet acoustico-facial. Vous voyez pourquoi il est important de comprendre chaque nom, parce que ça peut vous aider. Là, une fois que vous avez compris le nom des vaisseaux, des nerfs, ben, paquet acoustico-facial, vous savez direct quel nerf il y a. On ne pourra pas vous y prendre à deux fois. Ils entrent dans l'oreille interne par le conduit acoustique interne. Ensuite, le nerf glossopharyngien, donc c'est un nerf mixte aussi. Il naît du sillon rétro-olivaire et il permet la déglutition. Donc là, pharyngien, le pharynx, c'est là où on a la déglutition. Glosso, c'est la langue. Glossopharyngien, la langue et le pharynx, c'est ce qui permet la déglutition. Le nerf vague, très 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 important, s'il y en a un à retenir, c'est vraiment lui, qu'on appelle aussi pneumogastrique, puisqu'il contrôle la respiration et la digestion, entre autres, bien sûr. C'est un nerf qui est mixte. Il naît du sillon rétro-olivaire avec des muscles qui sont vocaux, par exemple. Et il a un territoire très, 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 très étendu dans le système nerveux végétatif. C'est vraiment lui qui va permettre, par exemple, les battements du cœur, la digestion, etc. Donc, c'est surtout un nerf végétatif. Par exemple, le malaise vagal. Voilà. Et c'est-à-dire, c'est quoi comme nerf? C'est quoi comme nerf, le glossopharyngien? Je ne comprends pas la question pour mieux y répondre. Alors, mixte, ça veut dire que c'est sensitif et moteur. Quand on dit mixte, c'est les deux. Donc, soit tu as des nerfs qui sont juste sensitifs. Dans ce cas-là, tu vas juste ressentir grâce à eux. Soit tu as des nerfs purement moteurs. Dans ce cas-là, tu vas juste agir grâce à eux. Ou soit tu as des nerfs qui vont être mixtes. Donc, ils vont avoir une information qui va monter au cerveau, on va dire, et une information qui va redescendre et qui va dicter ce que doivent faire les muscles, les os, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ah, alors, il est de quelle nature? Il est mixte. Voilà. Glossopharyngien, il est mixte. Ok. Et je crois que plus on avance dans les noms, genre à partir du 9, ils sont... Non, c'est faux. Ne retenez pas ce que je viens de dire. Voilà, donc retenez que le 9 et le 10, vous allez en entendre parler, c'est mixte. Le 10, retenez plus. C'est la base, la base, la base. Ensuite, on a le nerf accessoire, qui est un nerf moteur. Donc lui, il va juste agir. Qui est dans le sillon donc rétro-olivaire, qui est céphalogyrie. D'accord. Et qui est un nerf spinal détourné, mais qui compte comme un nerf crânien. Donc, de base, il a une naissance plutôt au niveau de la moelle épinière, mais on le compte comme un nerf crânien puisque, comparé aux autres, il a à peu près le même rôle, le même fonctionnement. Ça ne sert à rien de l'apprendre, je ne le savais pas. Donc, voilà. Le 12, c'est le nerf de l'hypoglosse. Donc, comme on a vu, glosse, c'est la langue. C'est un nerf moteur, sillon préolivaire, et du coup, fonction, gros spoil, motricité de la langue. Le noyau, il se trouve sur le plancher du 4e ventricule et je crois que c'est le seul à avoir son noyau là. C'est le seul qui naît du 4e ventricule. Je sais pas, nous, il nous l'avait dit en mode c'est important. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence le QCM time? Est-ce que tout est clair? Vraiment, si vous avez une question, mais même vous avez l'impression que c'est shame on you, genre on s'en fiche. Vraiment, vous êtes là, justement. Posez vos questions. Moi, je posais tout le temps des questions inutiles, mais ça m'aidait tellement juste d'être sûre de moi, même si je savais qu'on me redise et tout. Donc, n'hésitez pas. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mettez un 1 si vous êtes d'accord avec Roro. Ok, ça va. Merci. Alors, du coup, concernant les items, je vais vous poser les questions. Et on va refaire le truc du 1 ou on va vers VF, d'accord? Si vous pensez que c'est vrai, c'est V.
Si vous pensez que c'est faux, c'est F. Je vais essayer de faire ça bien. Alors, le nerf optique est un nerf sensitif. Vrai ou faux? Vrai. Donc là, globalement, vous avez compris. C'est un des 5 sens. Donc, c'est forcément sensitif. Comme le nerf olfactif, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quelle paire? J'avoue, j'aime bien vous embêter. Est-ce que vous vous rappelez le numéro de la paire de nerfs optiques? Ouais, c'est ça. C'est la paire 2. Pas de panique si vous ne saviez pas. Vraiment, je suis un peu méchante. Deuxième question. Le nerf accessoire comporte un vaste territoire dans le système nerveux végétatif. Donc, c'est parfait. Vous aviez vu le piège. Est-ce que vous pouvez me dire quel nerf est celui dont on parle là? Voilà, le nerf vague. C'est le nerf vague qui a un territoire hyper important dans le système nerveux végétatif. Vraiment. Et je ne sais pas si vous connaissez parasympathique, orthosympathique, etc. C'est ça qui va faire le système végétatif. C'est le nerf vague, ça va être parasympathique. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas important de le savoir. Donc, c'est bien le nerf 10. C'est bien. Le nerf facial est le nerf de la mimique du sourire. V ou F? Donc ça, encore une fois, c'est du bon sens. Vous avez un nerf qui va contrôler votre face. Il y a de grandes chances que ce soit lui qui fasse le sourire. Et ça faisait quoi d'autre aussi, si quelqu'un se rappelle? Voilà, le clignement d'œil. Donc quand il y a un problème, on peut avoir un problème d'hydratation de la cornée. La cornée, c'est sur l'œil. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui va protéger votre œil transparent. Des voies sensitives vont dans le sens crânio-caudal. Faux, c'est bien, ceux qui l'avaient. Sensitive. On parle de sensitive, donc on a dit, c'est le monde extérieur qui va communiquer avec notre système nerveux central. Donc, il y a quelqu'un qui me frappe, mon bras, il va envoyer l'information de la douleur jusqu'à mon système nerveux central. Là, on parle du sensitif, donc c'est bien ascendant, c'est bien, ça monte. Ensuite, la formation réticulée est une structure présente au niveau du pont dans le tronc cérébral. Voilà, c'est ça. Là, c'est typiquement un piège de restriction. Il n'est pas uniquement au niveau du pont. Il est au niveau du pont, mais il est tout le long du tronc cérébral. Donc, le mésencéphale, le pont et le bulbe ou moelle allongée. Donc, c'est parfait. Globalement, vous l'aviez. Bon, je crois qu'il n'y a pas eu d'erreur en plus. Et même s'il y en avait eu, c'est pas grave. Donc, voilà, on a les bonnes réponses. Ensuite, le système nerveux cérébrospinal, on passe à l'encéphale. Là, c'est une partie vraiment cool. Et je vais me dépêcher. Donc, le cervelet appartient à l'encéphale. Comme on l'a dit, cervelet, cerveau, tronc cérébral égale l'encéphale. Il est situé en arrière du tronc cérébral, on l'a déjà dit. Et voilà. Du coup, le cervelet est divisé en 2 hémisphères, comme le cerveau, droit et gauche. Le cervelet est raccordé au tronc cérébral par les pédicules cérébelleux. Cette fois, on parle du cervelet, c'est cérébelleux. On l'avait dit, supérieur, c'est mésencéphale, l'étage du haut. Moyen, c'est le pont. Inférieur, c'est la moelle allongée. Le cervelet, il est composé de 3 lobes, antérieur, postérieur et floculo-nodulaire. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est le plus proche du centre de votre cerveau, donc par exemple du diencéphale, c'est vraiment archaïque. Il faut vous dire que quand ça s'est développé, le cerveau, c'est de plus en plus à l'extérieur. Donc la partie antérieure, vous voyez, c'est celle qui est la plus proche de l'intérieur du cerveau. C'est ce qui va faire quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, par exemple le tonus de la posture. Par contre, la partie postérieure, elle, on peut la contrôler parce que c'est quelque chose qu'on a acquis beaucoup plus tard dans l'évolution. Donc là, on va avoir le mouvement volontaire. Là, c'est nous qui voulons, c'est nous qui décidons. Et le floculonodulaire, c'est au centre. Donc, ça contrôle l'équilibre. L'équilibre, ça dépend à la fois de nous, de nos choix, mais ça dépend aussi de si on a un problème d'équilibre, etc. Ça va être indirectement de notre faute. Donc voilà,
le plus ancien, c'est le floculonodulaire quand même. C'est le plus au centre de votre cervelet. Donc, une structure médiane appelée le vermis qui sépare les deux hémisphères. Voilà. Et c'est une structure des hémisphères avec le cortex externe, la substance blanche interne et des noyaux gris. Pourquoi c'est gris? Parce qu'il y a tous les noyaux importants, les synapses, etc., qui sont inclus dans la substance blanche du cortex cérébral. Quand on parle de cortex, c'est tout ce qui est autour. Quand on parle du cortex cérébral, c'est la couche au-dessus qui va être donc la matière grise et qui correspond aux fonctions des trois lobes. Du coup, si vous voulez un moyen mémotechnique, quand vous regardez la forme, on dirait un peu un flocon. Voilà. Du coup, si vous voulez vous rappeler du mot floculonodulaire, flocon, et nodulaire, ça veut dire noyau. Donc, dans le centre, il y a les noyaux, et c'est un peu une forme de flocon. Donc, voilà. La poésie enlace. Alors, du coup, là, vous avez un schéma. Pareil, je ne vais pas vous le décrire puisque vous le reverrez tout seul avec les profs, etc. On va aller assez vite là-dessus. Le cerveau fait partie de l'encéphale. Bonne nouvelle. Il est inclus dans la cavité crânienne. Il en épouse les contours. Donc là, ce n'est pas le cas, mais normalement, vous allez avoir tous les contours qui sont épousés. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'espace vide dans votre organisme. Ou alors, c'est de l'eau. Donc, ce n'est pas vide. Effectivement. Il est séparé en plusieurs lobes, eux-mêmes séparés par des sillons. Donc, il y a le lobe temporal, le lobe frontal, le lobe occipital que vous aurez le temps d'apprendre, qui vont être séparés par des sillons. C'est pour ça qu'on a des petits bourrelets en fait, sur le cerveau. C'est le maître centre de commande et d'intégration. Les découvertes de la neurologie et des neurosciences sont infinies. Donc, en fait, on apprend encore des choses sur le cerveau. Enfin, on sait 3 fois rien, en fait. Parce que déjà, c'est différent chez tout le monde en fonction de ce qu'on a vécu, etc. Et en plus, c'est très dur de faire des recherches sur quelque chose qui est dans la tête de quelqu'un quand il vit. Et voilà, du coup, on ne sait pas grand-chose. Ça, pareil, donc c'est le cerveau. Là, vous avez la partie postérieure et la antérieure, pardon. Donc là, c'est tout ce qui va être la partie occipitale. La temporale, donc pensez aux tempes, c'est au niveau de vos tempes. Là, c'est frontal, forcément, c'est au niveau du front. Et pariétal. Donc là, trouvez un moyen mémotechnique si vous voulez. Voilà. Donc ça, pareil, il faudra le connaître par cœur, mais bon, c'est quand même basique. Vous avez 1 an pour l'apprendre. Je pense que c'est faisable. Je pense qu'on peut l'envisager. On a 2 notions qui sont particulièrement importantes. Le sillon primaire et secondaire, qui sépare les lobes et les gyrus. Donc ça, c'est par exemple un sillon primaire. C'est un gros sillon, vous voyez. Voilà. Le gyrus, c'est une bande de cortex entre 2 sillons. Donc, en fait, un gyrus, c'est tout ça. Par exemple, là, vous avez un sillon, là, vous avez un sillon, là, vous avez un gyrus. D'accord? Vous me dites si vous avez des questions, quoi. Il n'y a pas de souci. I'm here. Donc, le gyrus précentral, qui est... Donc là, c'est le sillon central. Le gyrus précentral, donc au niveau frontal, c'est tout ce qui va être motricité volontaire. Le gyrus post-central, c'est tout ce qui va être la sensibilité consciente. Gyrus post-central, sensibilité consciente. D'accord? Donc, ça, ah oui, non, c'était ça mon moyen mémotechnique. On est à la partie antérieure, on a la motricité volontaire. Si on est dans la partie postérieure, ce sera la sensibilité, à l'image des myélomères sur votre petite colonne vertébrale. Dans votre petite colonne vertébrale, vous avez votre moelle épinière. L'avant de la moelle épinière, c'est moteur. L'avant de votre cerveau, c'est motricité volontaire. Idem, pour l'arrière, dans la moelle épinière, c'est la sensibilité consciente. C'est la sensibilité. Dans votre cerveau, la sensibilité consciente, elle est en arrière. Ok, c'est bon. All right. Alors, ça, c'est l'homonculus. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est assez fun. Donc, en fait, comment expliquer ça?
vous voyez, par exemple, qu'il y a des zones qui vont être beaucoup plus grandes, alors qu'anatomiquement, ce n'est pas le cas. Voilà, la face n'est pas plus grande que la jambe. En fait, là, on vous représente l'organisme en fonction du nombre de nerfs appropriés à cette zone. Par exemple, le pouce, il va y avoir énormément de nerfs. On peut faire plein de choses, on peut toucher plein de choses. On a une sensibilité exceptionnelle pour différencier chaque chose qu'on va toucher. Et donc ça, c'est parce qu'on a plein de nerfs pour une petite zone. Donc, on va la représenter en très gros. Alors que, par exemple, les jambes, elles vont être beaucoup moins sensibles. Et donc, on va avoir une partie du corps qui va être présentée de manière plus petite. J'espère que vous avez compris. Ce n'est pas fondamental de le savoir, mais c'est pour que vous compreniez les zones qui vont vraiment être importantes dans votre organisme. C'est les mains, le visage, la langue, très important. Donc voilà, c'est les zones de sensibilité principale. La configuration interne de votre cerveau, donc il y a la substance blanche interne, le cortex autour, les noyaux gris donc dans la substance blanche et les ventricules qui sont des cavités dans lesquelles circule le LCR. Et donc il faut bien retenir que le cerveau c'est environ 1,5 kg. Enfin, il faut bien retenir. C'est un peu comme votre foie. Voilà. C'est pas non plus, il ne faut pas se dire c'est l'organe le plus important parce qu'il y en a d'autres qui pèsent beaucoup plus lourd. Donc, il y a une notion de flexion-enroulement des structures cérébrales pendant l'embryologie, vous le reverrez, mais en fait, la boîte crânienne, quand vous êtes dans votre embryologie, elle n'est pas extensible. Donc, au bout d'un moment, votre cerveau il va taper sur le bord et du coup, il va devoir s'enrouler pour pouvoir prendre la place qu'il veut. Voilà. Flexion-enroulement. Donc, on a les commissures entre les hémisphères, c'est ce qui permet de les relier, qui est très important. Le corps calleux, c'est ce qui est là, le blanc là. C'est le principal. On a le fornix pour la mémorisation et la commissure blanche antérieure. Voilà, qui fait le lien entre amygdale, les émotions, etc. Alors, 50, 60, oula. Ouais. Bon, j'espère que je vais avoir le temps de finir. Je vais tout faire pour, les gars. Ne vous inquiétez pas. Donc, configuration interne du cerveau. On a une distinction diencéphale-télencéphale. Donc, retenez que le diencéphale, c'est vraiment ce qui est le plus à l'intérieur. C'est vraiment tout petit, c'est cette zone, genre. Et le télencéphale, c'est tout ce qui va être ça, tous les hémisphères, voilà. C'est vraiment des grosses parties. Tout ce qui est enroulé déjà, c'est du télencéphale. Donc le corps calleux, les hémisphères, le fornix, etc. Le diencéphale, en fait, c'est 3 choses. C'est le plus archaïque, comme je vous ai dit. C'est l'épiphyse, le thalamus et l'hypothalamus. Pas l'hypophyse. Hein. L'épiphyse, thalamus, hypothalamus. D'accord ? Ça, vraiment, c'est à apprendre par cœur. Je n'ai pas de moyens mémotechniques. Non, je n'en trouve pas. The ou du T, T-H, accent aigu, le T, je ne sais pas si ça peut vous aider. Et le télencéphale, c'est le reste. C'est le cerveau hémisphérique, toutes les autres structures, etc. Par contre, quand on parle de diencéphale, télencéphale, c'est le cerveau. Le cervelet n'est pas compris, le tronc cérébral n'est pas compris non plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps que voilà. Je trouve que c'est plus important que les diapos qui suivent. Hein. Donc voilà, là, vous avez un récap. Les hémisphères, donc surtout le télencéphale, le diencéphale. Donc là, vous voyez l'hypothalamus, il est là. L'hypophyse n'était pas compris dans le diencéphale. Hein. C'est l'hypothalamus, l'épiphyse et les noyaux du thalamus. Voilà. Encore des cours. Alors ça, ce qui est important de retenir quand vous avez des schémas comme ça, c'est que ça, c'est la coupe de Charcot. En fait, c'est comme si vous étiez... Je suis face à vous et vous coupez là. Bim, mon cerveau comme ça. Là, c'est la coupe de Charcot. Des fois, vous allez avoir les coupes comme ça qui va passer par vos yeux, on va dire. Ça, c'est une autre coupe, mais qui ressemble beaucoup visuellement. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux au niveau de la place des éléments, etc. Coupe de Charcot. Ah oui, donc là, juste pour vous montrer les noyaux. Donc, il y a plein de noyaux gris. C'est là où on a les synapses. Donc,
Dans le cerveau, la matière grise, elle est autour. Vous voyez, c'est tout ça. Hop, tout ça, c'est un liseré tout autour. Et elle va aussi être retrouvée dans le centre au niveau des noyaux. Donc, cortex cérébral et noyau, c'est la matière grise. Tout le reste, tout ce qui entoure, etc., c'est juste des axones, donc le corps du nerf, c'est juste du blanc. Donc là, il y a le noyau codé, le putamen, le globus patellus, substance noire, tout ça, c'est pas à apprendre tout de suite, c'est pas... Voilà. Voilà, le noyau codé, par exemple, vous voyez qu'il est quand même en rotation. Donc on voit que lui, dans l'embryologie, il fait partie, on voit bien qu'il fait partie du télencéphale puisqu'il a été enroulé aussi. Voilà, voilà. Ça, c'est encore les ventricules, donc latéraux. Donc là, c'est bien le télencéphale. Le troisième ventricule, qui lui est dans le diencéphale, puisqu'il n'est pas... Il est situé au niveau du diencéphale, donc à l'intérieur. Et le quatrième ventricule, hop, qui est plutôt côté cervelet et pont. QCM time. Je vais refaire pareil que tout à l'heure si ça vous va. Est-ce que vous avez des questions? Non. Si vous mettez un 1, c'est que tout va bien. Ok, nickel. On y va, toujours les V et F. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a certains profs qui font les questions concernant les items suivants, lesquels sont inexacts. Ça, c'est vraiment c'est horrible de faire ça. Même en deuxième année et tout, ils le font. Faut bien lire tout le temps. Vous dites pas, de toute façon, c'est toujours la même chose. Vraiment, parce que perdre des points là-dessus, c'est infernal. Donc, voilà. Donc, le diencéphale est la partie la plus archaïque du cerveau. V ou F? Yes, c'est bien vrai. Le diencéphale, le plus à l'intérieur, le plus archaïque, tout ce que vous voulez. Les deux commissures interhémisphériques, donc dans le cerveau, sont le corps calleux et le fornix. Vrai ou faux? Alors là, vraiment, n'ayez pas peur de vous tromper. Voilà. En toute objectivité, j'ai relu le cours hier et je ne savais pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est en partie vrai. Donc là, pour le coup, c'est faux parce qu'on vous dit les deux commissures sont. Il y en a 3. D'accord? Donc, c'était vrai dans le sens où le corps calleux et le fornix font partie des commissures interhémisphériques, mais ce n'est pas les seuls. Donc là, encore une fois, c'est un QCM de restriction. Ça peut tomber comme ça. Donc, il faut se rappeler, il y a le corps calleux, le fornix et la substance blanche antérieure, je ne sais plus comment ça s'appelle. On l'avait... Voilà, et la commissure blanche antérieure. Corps calleux, fornix, commission blanche antérieure. Ça ne sert à rien de l'apprendre maintenant. Mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a des pièges où, en fait, ce qui est dit dedans, c'est vrai, juste la restriction. Si on avait dit parmi les commissures interhémisphériques, on trouve le corps calleux et le fornix, ça aurait été bon. Or là, on vous dit comme s'il n'y en avait que 2. Donc, c'est faux. Mais ce n'est pas grave si vous vous êtes trompé, c'est tout à fait normal. Le thalamus est une structure du diencéphale. Vrai. Donc, on a dit, moi, il y a mes mots techniques, le T. Donc, T comme thalamus, H comme... Est-ce que quelqu'un l'a? H comme hypothalamus et pas hypophyse. Hypothalamus, très bien. Et E, accent aigu, comme épiphyse. Okay. Ou on appelle ça aussi la tige pituitaire. Mais bon, on s'en fiche. Sur le plan embryologique, le cerveau subit un mouvement de flexion-enroulement. Vrai ou faux? Voilà, c'est bien vrai. Là, il n'y a pas de piège. Dans le plan embryologique, vraiment, imaginez que votre tête, elle est petite. Donc, quand le cerveau, il essayait de grandir, il a tapé sur la tête et du coup, il a commencé à se courber, à se courber, à se courber pour prendre toute la place qu'il voulait.
Et le cortex est une bande de substance grise de 5 cm d'épaisseur. Vrai ou faux? Voilà, c'est faux. Il faut bien comprendre que c'est vraiment tout petit. C'est vraiment la superficie, la surface. Et ça ne fera jamais 5 cm d'épaisseur. 2,5 cm. Ce qui est quand même beaucoup. Ok. Ok. Les méninges. Et nous avons 7 minutes pour faire les méninges. Je pense que ça va le faire. En vrai, c'est pas très long les méninges. Mais oui. Alors, donc les méninges. Les méninges, c'est les couches, voilà, qui, vous voyez bien, là, vous avez votre peau, vous avez votre os du crâne, et là, vous avez toute la partie cerveau. Donc la méninge, c'est ce qui va faire le lien entre votre os du crâne et votre cerveau. D'accord? Donc, c'est des membranes destinées à recouvrir le névrax. Elles sont au nombre de 3. Et ça, on va l'apprendre maintenant, mais c'est important pour l'examen. Les méninges, ce n'est pas parce que c'est la fin du cours que c'est moins important. C'est vraiment quand même bien de connaître le nom, etc. La dure-mère, qui est la plus proche de l'os. L'arachnoïde, juste en dessous. Et la pimère. Honnêtement, moyen mémotechnique, je n'ai pas trop. Moi, c'est juste à force de réfléchir, de répéter, je l'avais appris. Je me disais juste que mère et mère, ça entoure l'arachnoïde, quoi. Donc, c'est dure-mère, arachnoïde, pimère. Et dur parce qu'il y a l'os au-dessus. Donc, ça va être une zone plus dure. Et donc, la pimère, elle est vraiment au contact direct du névrax. Elle recouvre, elle épouse chaque contour de votre cerveau. Donc, au niveau du crâne, on a une voûte du crâne qui est la calvaria, l'os spongieux du crâne qui est appelé le diploé, vous le reverrez dans vos cours. Sa surface externe, c'est la table externe, et sa surface interne, c'est la table interne. Pour l'os du crâne, il y a 2 tables. C'est un os particulier, c'est un os plat. Donc, table externe, plus en contact avec l'extérieur, table interne, plus en contact avec le cerveau. Ah, attendez. Sous la table interne, on trouve du coup la dure-mère, à proprement parler. Donc, c'est celle qui est collée au crâne. La dure-mère. Donc, la dure-mère, elle a 2 parties. La partie périostée, en contact avec l'os, et la partie encéphalique, donc plus proche du cerveau, donc de l'arachnoïde. Pourquoi périostée? Parce que vous avez autour de votre os, que ce soit l'os du tibia ou l'os du crâne, ce qu'on appelle le périoste. Donc, c'est une zone qui va permettre la croissance en largeur de votre os. Donc, c'est le moyen mémo. Périosté, parce que le périoste, c'est au niveau de l'os. De toute façon, ost, c'est l'os. Donc, la zone périostée, c'est la plus proche de l'os. La zone encéphalique, c'est la plus proche de l'arachnoïde, du coup, de l'encéphale. On a une couche épaisse qui est la pachyméninge et qui est protectrice. Entre la dure-mère et l'arachnoïde peut se former l'espace sous-dural ou un espace épidural entre 2 couches de dure-mère. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va parler d'espaces différents. Quand on parle d'espace extradural, c'est du coup entre l'os et la dure-mère. Quand on parle d'espace sous-dural, on se place du point de vue du cerveau. Donc, en dessous de la dure-mère, c'est entre la dure-mère et l'arachnoïde. La dure-mère, donc l'expansion de la dure-mère, c'est la faue du cerveau. C'est ce qui se trouve ici, c'est ce qui sépare les 2 hémisphères. Et la tente du cervelet. OK, donc tout est lié. Ça, c'est la tente du cervelet, ça le protège. Et ça, c'est la faue du cerveau. C'est des expansions de la dure-mère qui se trouvent tout autour là et qui continuent, vous voyez, autour de la moelle épinière. Le sinus, il va y avoir un sinus sagittal supérieur. Sagittal, ça veut dire d'avant en arrière de votre corps, de votre tête. C'est comme si on vous coupait en 2 en passant par votre nez. Sagittal inférieur, donc juste ici, et transverse latéraux. Donc, transverse latéraux, ça peut être la tente du cervelet, etc. Des points de résorption du liquide céphalospinal, cérébrospinal ou céphalorachidien, LCR ou LCS, c'est ce que vous verrez, via des granulations arachnoïdiennes. Ça, on va le voir. C'est la même chose. Donc, l'arachnoïde, c'est la couche qui est sous la dure-mère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que c'est beaucoup de mots nouveaux.
Donc l'arachnoïde, c'est la deuxième couche, c'est celle qui est en sandwich entre les deux mers. C'est une couche qui est fragile et qui permet l'organisation d'un réseau dessinant un espace réel, le cavum subarachnoïdien. Subarachnoïdien, voilà, qui est essentiel au fonctionnement du névrax et qui permet la circulation du LCS. Le LCS, qui est le liquide céphalo-rachidien ou cérébro-spinal. Donc ça, c'est ce qui va permettre de protéger aussi. Parce que du coup, quand on va se prendre un coup, on va avoir le liquide qui va permettre d'atténuer la violence de l'impact, par exemple. Et la pimère, qui est la couche vraiment collée au cerveau, vous voyez, c'est celle-là, elle épouse tous les contours. Elle est donc au contact du système nerveux. C'est un film adhérent à la surface, c'est vraiment collé, hein. C'est très difficile de la décoller, etc. Et elle a un rôle de lame porte-vaisseau. Donc, elle contient beaucoup de vaisseaux, elle va les entourer, les protéger, etc. Voilà. Chacune a un rôle différent, vous les reverrez, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous n'avez pas tout compris maintenant. Donc, durmère, arachnoïde, pimère. Au niveau de la moelle spinale, les méninges, elles recouvrent toute la hauteur du névrax et descendent même plus bas. Donc, la durmère va jusqu'à S2. Donc, on avait dit, ça ne s'arrête pas au cerveau. Les méninges, ça va vraiment jusqu'à la fin. Et du coup, la moelle, par contre, elle s'arrête en L1, L2. C'est pour ça qu'on fait les ponctions lombaires. C'est qu'on sait qu'on ne touchera pas en L3, L4. On sait qu'on ne touchera pas la moelle épinière. Donc, pas de danger pour la personne. Mais qu'il reste du liquide cérébrospinal puisque la durmère, elle continue encore. Voilà. Le périoste, il tapisse la cavité vertébrale. C'est pour ça que la partie périostée de la durmère, elle est au contact de l'os. Et on a un espace réel de plusieurs millimètres entre le périoste et la durmère. C'est l'espace dit épidural qui est très utilisé en anesthésie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau n'a pas de... Vous ne pouvez pas avoir mal au cerveau. C'est les méninges qui vont vous faire mal. Donc, si on anesthésie les méninges, il n'y a pas de douleur. Le cerveau, on peut l'opérer à crâne ouvert, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas mal en étant conscient. C'est vraiment les méninges. Les différences entre boîte crânienne et moelle osseuse, est-ce qu'il y a des ressemblances déjà? La durmère périostée s'appelle périoste. Oui. La durmère encéphalique s'appelle durmère tout court ou durmère spinale. Oui. Et le cavum épidural est désormais une cavité réelle. Pourquoi une cavité réelle? Parce qu'on a du liquide dedans, etc. Donc, on va vraiment avoir une séparation entre les deux couches. Donc là, vous avez encore une fois un petit schéma, plutôt au niveau de la moelle épinière, pour bien voir que vous avez quand même les méninges en noir qui vont faire leur taf jusqu'au bout. Elles seront là. Alors, c'est bientôt fini. Je finis juste, je crois qu'il me reste 2 diapos. Ouais, il me reste que dalle. Donc, je finis vite fait. Donc, le LCS a 3 fonctions: protection, amortissement des chocs, transport d'éléments nutritifs, notamment du glucose, parce que le cerveau il consomme, et élimination des déchets pour protéger le cerveau. Il circule dans les ventricules cérébraux. On a vu ventricules latéraux, ensuite 3e ventricule du diencéphale, ensuite 4e ventricule, et ensuite canal de l'épendyme. Nota bene, il y a un seul point de sortie qui est en bas à l'arrière du 4e ventricule, ouverture médiane donc de V4. Donc là, vous voyez le cervelet, le tronc cérébral, le 4e ventricule. La petite sortie, elle est là. Et la pathologie associée, c'est l'hydrocéphalie. Alors là, c'est un peu impressionnant. C'est en fait vos ventricules qui ont gonflé. Pourquoi? Parce que, par exemple, en présence d'une tumeur, vous allez avoir obstruction de la sortie. Donc, le liquide, il va s'accumuler, il va s'accumuler, il va s'accumuler. Bon, là, je ne pense pas que la personne soit encore vivante. Hein. Mais voilà, donc sur le chemin du liquide céphalo-rachidien, ça va se dilater les portions en amont. Donc, en amont, ça veut dire avant. Ce qui permet de localiser la zone du problème. S'il n'y a qu'un seul des deux côtés, on sait que c'est un des ventricules latéraux qui est bloqué. S'il y a les deux côtés, on sait que c'est plus bas. C'est-à-dire que les deux vont être impactés. Mono, bi, tri ou tétraventriculaire en fonction du nombre de ventricules qui sont bloqués. Et l'inverse, c'est une brèche méningée. Là, il y a un trou beaucoup plus grand que la normale et du coup, il n'y a plus de liquide. Il n'y a plus d'espace. La production, elle se fait par le plexus choroïde. Voilà. Et la résorption par les granulations arachnoïdiennes. Vous reverrez ça, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour votre attention. Je suis vraiment désolée pour le petit couac du début. C'est vraiment, je ne suis pas ingénieure informatique, malheureusement.
Donc, le petit conseil, c'est de ne pas se mettre la pression. Déjà, vous êtes là. Enfin, je veux dire, vous vous levez à 8 h du mat pour travailler les cours alors que vous sortez du lycée pour la plupart. Donc, ça, quand même, niveau maturité, on est bien. Et du coup, comme diraient les rats, pas de panique à bord, puisque déjà, on va vous aider tout au long de l'année. Et vous êtes sur la bonne voie. Et voilà, comme je vous ai dit, si les profs ont décrété que vous méritiez votre place, il n'y a pas de raison que vous soyez pas à votre place dans ce que vous allez travailler. Vous avez autant de chances que quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et du coup, j'espère que le cours vous aura aidé. Et je crois que vous en avez un autre. Donc, bonne journée à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Genre vraiment, il y a mon nom sur le diapo. Donc, no problem. Et bon courage pour votre prochain cours et pour l'année aussi. Voilà. Au revoir.